Ouais, t'es triste, hein, Chrissy, je vois bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, le décès de Philippe Pocher. C'est vrai que ça fait un coup, surtout. C'est un peu paradoxal au moment où on joue la finale de la Coupe Davis. Et en plus, on la perd. Ouais, ouais. On y a cru, hein. On y a cru, mais. Ouais, tu sais, on va parler de tout ça avec Fred, hein, mais bon, d'abord, on va lui laisser expliquer un peu le sommet de la semaine, et puis on en discutera avec Fred. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 22e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Une semaine qui a été malheureusement marquée par le deuil du tennis belge avec le décès de Philippe Wacher, ce très grand joueur de l'histoire du tennis belge dont je vous avais longuement parlé lors de la présentation de l'histoire de la Coupe Davis, de l'histoire de la Belgique en Coupe Davis. C'était lors de la vidéo numéro 16 de notre site. N'hésitez pas à aller la revoir, c'est sans doute la page la plus importante ou la plus mythique de l'histoire de la Coupe Davis, avec notamment ce joueur. Donc il y avait son partenaire Jackie Brichamp, mais aussi Philippe Wacher, très grand joueur, qui est décédé malheureusement, comme vous le venez de l'entendre, vendredi. Le reste de la vidéo sera essentiellement consacré à ce fabuleux week-end de Coupe Davis qu'on a vécu à Gand. Après, je vous présenterai quand même les résultats, les moins bons résultats, et je terminerai par les classements comme chaque semaine. Mais tout de suite, je rejoins de nouveau Joël. Bonjour Joël, Salut Fred. comment tu vas? Bah, ça va, un peu déçu évidemment. Un peu déçu, Chrissy aussi, je vois. Ouais, très déçu, Chrissy. C'était quand même un grand week-end, hein, malgré tout, il faut garder le positif. C'était clairement un grand week-end qu'on a vécu là, l'organisation était vraiment fantastique. Le résultat n'est pas celui qu'on attendait, qu'on espérait en tout cas, même si c'était relativement logique finalement. Mais l'organisation a vraiment fait un boulot de dingue. La salle, la Flanders Expo, était vraiment, comment je dirais... Enfin, je sais qu'au départ on avait parlé plutôt d'organiser ça à Anvers. Je me souviens du tournoi à Anvers, je crois que c'était quand même moins idéal pour organiser cette finale de Coupe Davis. Je pense qu'ils ont fait vraiment le bon choix de faire ça à Gand parce que cette salle est énorme, cette enceinte est énorme. Ça permettait de faire plein d'animations sur les côtés, plein de bars. C'est utile quand on accueille les Anglais. Ah, ça c'est sûr. Et non, enfin, ça donnait une ambiance de folie et le public a répondu présent. C'est aussi ça qui est très sympa. Le terrain était impeccable. Le terrain était impeccable, l'enceinte, l'organisation, le show au départ, avant chaque match, avec les draps qui tombent pour dévoiler les joueurs. C'était vraiment magnifique. Franchement, un week-end d'une organisation impeccable. Le résultat, voilà, on s'y attendait un petit peu, Murray était au-dessus du lot. C'est celui qu'on pouvait attendre, c'est pas celui qu'on espérait comme tu as dit, mais c'est celui qu'on pouvait attendre, le 3-1. Il est logique quand on voit l'ensemble de la rencontre, parce que Murray, comme tu dis, Andy Murray a été vraiment très impressionnant. Oui, et on a failli avoir une grosse surprise dès le premier match aussi. Oui, parce que ce Kylen Moon jouait quand même vachement bien. Lui a joué crânement sa chance, David était stressé manifestement. Enfin, il a dit, c'est un événement très important et on aurait cru que c'était le plus jeune qui allait un peu trembler, mais... Pas du tout, il était bien préparé, c'est Edmund, à mon avis, bien conditionné, et oui, comme tu dis, il a joué crânement sa chance, il a vraiment pas eu peur pendant 2 sets. Il était bien préparé mentalement, parce que physiquement, par contre, là, on peut quand même émettre des doutes. Il a joué un très beau tennis pendant 2 sets, mais il s'est un peu écroulé, et puis complètement écroulé en fin de match, et c'est physique. Même à 19 ans, il devrait quand même pouvoir tenir un petit peu plus. Oui, parce que les 2 premiers sets ont été très rapides, et donc... C'était 1h15, genre quelque chose comme ça. Si ça avait été 7-6, 7-6 et plus de 2 heures de match, déjà, on peut comprendre, mais ici, le jeu était très rapide, donc vraiment, physiquement, là, il va devoir travailler, parce que les coups du tennis, il a montré qu'il les avait. Et d'autant qu'il avait... C'est dommage pour lui parce que franchement, David, même au 3e set, n'était pas encore rentré dans son match. Il aurait pu très bien, s'il avait lui-même tenu son niveau, le match était plié en 3 sets. Oui, et là ça aurait été la catastrophe. Ça c'est clair. On a parfois des jours sans, ça arrive à tout le monde, mais il s'est accroché. Il a pris son point finalement, il a, on va dire, service minimum pour ce jour-là, mais il a assuré le boulot. Il a montré qu'il n'était pas 16e pour rien quand même, parce que c'est ça qu'on attend aussi d'un joueur du top 20, c'est que même en jouant mal, il s'accroche, il revient et qu'il gagne ce genre de match, tout à fait. Le 2e match, là c'est un petit peu
la belle surprise côté belge. C'est la très belle surprise du week-end. On n'était déjà pas sûr de voir Ruben Bemmelmann jouer parce qu'on sait que la terre battue et lui, c'est vraiment pas une histoire d'amour. Et là, il a joué crânement sa chance contre Andy Murray. Il a montré de très belles choses. Comme Johan Van Aert l'a souligné, malheureusement, il perd parfois son service après avoir mené 30-0. À 30-0, il rate une balle facile ou il tente quelque chose d'un peu fou et il finit par se retrouver après en difficulté. C'est là la petite différence avec Andy Murray qui, lui, ne lâche pas un point. Ouais, d'un autre côté, c'est ce qu'on lui demandait, c'est ce que Johan lui avait demandé, c'était vraiment de varier le jeu, d'essayer évidemment de mettre des aises, mais aussi des coups gagnants, des amortis, enfin, vraiment empêcher Murray de se régler en vue des matchs suivants. Mais il a pas mal réussi, hein, parce que Murray s'est énervé sur les amortis et a même pris un point d'avertissement. Bon, il en a raté quelques-unes aussi, comme tu dis, sur des points importants, mais quand on entend beaucoup, c'est normal d'en rater quand même quelques-unes. Tout à fait. Donc il a vraiment rien à se reprocher, donc il a joué vraiment, je dirais, au-dessus de ce qu'on attendait de lui sur ce week-end, en tout cas en simple. Le double, c'est un petit peu la déception, quelque part, même si les Anglais, les Britanniques, pardon, parce qu'ils sont tous les deux écossais, les frères Murray étaient favoris de ce match, largement. La tactique de Johan était un petit peu particulière, mais il aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher, mais je pense que sur un match en 3-7 gagnant, c'est difficile, parce que pour jouer cette tactique-là, c'est clair, il fallait mettre Steve et David. Donc la tactique, rester au fond un maximum et laisser l'emprise du filet aux deux frères. Si on veut jouer cette tactique-là, il faut être très très solide. Ça veut dire qu'on a la pression tout le temps, on doit réussir des passings, on doit réussir des lobes, et il faut faire ça pendant 3 heures. Mais ça, c'est très très difficile. Ils ont très bien réussi pendant 2 sets et demi, et puis ils se sont petit à petit éteints. Les Britanniques ont changé un petit peu leur tactique aussi. Jamie Murray ne s'est pas rué au filet systématiquement dès leur tour de service. Il a attendu un petit peu d'avoir une balle plus courte. Il savait qu'en face on ne viendrait de toute façon pas au filet. Et ça, à mon avis, c'est la petite erreur que les Belges ont fait. C'est que sur Jamie Murray, il aurait peut-être fallu changer de tactique à ce moment-là et venir faire des services volés pour empêcher Jamie de tirer à la volée. Et peut-être aussi un peu plus varié. Ils ont tenté souvent du fond de passer en force au milieu. Peut-être pas assez de lobes. Oui, les lobes, quand ils les ont fait, ont très très bien fonctionné. Mais bon, c'est un coup difficile à faire. Un lobe de défense n'est pas suffisamment efficace, certainement en double. Donc ça doit être des lobes d'attaque, des lobes liftés, mais ils l'ont très souvent tenté au deuxième set et avec une grande réussite. Effectivement, il aurait été bien de continuer encore dans cette voie-là. Est-ce qu'il faut construire un double comme ça pour le futur? Moi, personnellement, je ne pense pas. J'aurais aimé d'ailleurs voir Bemmelmann dans ce double-ci. Je sais qu'il est souvent critiqué parce qu'il lui arrive d'être très nerveux, mais s'il avait très bien joué en plus le vendredi. Il avait montré à la volée de très très belles choses, il a raté très peu de volées. Moi j'aurais aimé le voir dans le double. C'est possible, on aurait peut-être perdu ce double aussi, oui, je pense on ne le saura jamais, mais j'aurais aimé le voir parce que je pense qu'il est l'avenir du double pour la Belgique. Je crois aussi, je pense que remettre en cause le choix de Johan n'a aucun sens parce que effectivement c'est pas comme si on avait eu un Jamie Murray dans l'équipe qui est un spécialiste de double qui fait service volé et qu'on le laisse sur le banc. Non, c'est pas ça. Ruben n'a pas le niveau de Jamie Murray en double. Et donc, entre Ruben et Steve, ça se discutait, c'est une question de tactique. Johan a fait un choix qui était tout à fait... Enfin, il avait raison, enfin, il avait ses choix. Il y avait une logique derrière, ils ont très bien joué pendant 2 sets. On y a cru hein, quand ils ont fait le break au début du troisième, tout le monde y a cru. Et si la balle roule de notre côté, on n'en parle pas ici maintenant, on dit que Johan Van Aert est un génie. Alors, oui. Non, remettre en cause son choix est inutile. Mais c'est vrai que pour l'avenir, je vois aussi un double Bemmelmann-Goffin. Ça peut être très efficace si ils ont un petit peu plus de préparation. Un peu plus de temps, un peu plus, peut-être jouer ensemble un petit peu. Oui, bah ici Ruben est top 100, donc il va pouvoir jouer les grands chelems, il va rentrer directement dans le tableau. Je pense que dès l'Australian Open, ils devraient jouer ensemble en double. Alors, Johan nous disait lors des conférences de presse, c'est très difficile pour les joueurs de jouer
simple et double durant l'année. C'est vrai qu'il n'y a quasiment plus personne dans le top 100 qui joue en double. Maintenant, il parlait surtout des grands chelems. C'est vrai que c'est difficile d'enchaîner des matchs en 5-7, en simple, et puis le lendemain encore jouer en double, et puis recommencer peut-être un match en 5-7 le surlendemain. Ça, c'est très compliqué. Par contre, sur les tournois de simple, ça me paraît, mais le tournoi d'une semaine, et aussi surtout les tournois d'Indian Wells et de Miami, qui se jouent en 2 sets gagnants en simple, mais où il y a un jour d'écart entre chaque match. Je pense que là, c'est vraiment les tournois où ils pourraient s'inscrire. Il faut pas, évidemment, ils n'ont pas besoin de faire une saison complète, mais une petite dizaine de tournois sur l'année, dans ce genre de tournoi, ça vaut peut-être la peine d'y penser. Certainement, parce que le double est beaucoup une affaire d'automatisme. Il arrive parfois que des paires s'entendent dès leur première partie, les jeux s'accommodent, mais quand même très souvent, il faut des matchs et des matchs pour se comprendre, savoir. On a vu ici de temps en temps des incompréhensions, les deux joueurs qui se retrouvent du même côté du terrain. Ça, c'est le manque de matchs ensemble, le manque d'entraînement ensemble, tout simplement. Bon, le quatrième match, le dernier match, est-ce que David a une chance contre ce Murray-là? Non, honnêtement, je pense que non. Même si le score est serré, si le match est serré, Andy Murray n'a jamais paru vraiment en difficulté. Il a su les points importants, quand il fallait vraiment serrer le jeu, il a su les prendre. Il a été d'une solidité incroyable. La balle de match, c'est vraiment un reflet de ce match avec David qui tente plein de choses, hein, qui essaye, qui lâche ses coups du fond et qui essaye de déborder Murray. Et Murray remet constamment. Et il finit par un coup de génie, ce lob fabuleux. Le deuxième set déjà, hein, il était aussi en difficulté et il nous sort un coup droit croisé venu de nulle part. Mais c'est la marque des grands champions et Andy Murray est un grand champion. Il n'y a plus aucun doute maintenant, ceux qui disaient qu'il était un petit peu encore en retrait par rapport au Federer, Nadal, Djokovic. Et là, il a prouvé que il l'a peut-être pas encore au niveau du palmarès. J'espère que ça va venir parce qu'il le mérite vraiment. Bon, maintenant, il a une Coupe Davis, il a 2 grands chelems, il a les JO, c'est déjà pas mal, mais évidemment par rapport au palmarès des 3 autres, c'est encore relativement faible. Mais il a encore certainement 3-4 années au plus haut niveau devant lui. Et à ce niveau-là, j'imagine mal qu'il ne remporte pas plus de grands chelems. Si son dos le laisse tranquille, il va gagner des grands chelems, je suis presque sûr aussi. Un grand champion, il l'a prouvé cette semaine, il l'a prouvé cette année, hein, parce qu'il s'est vraiment donné corps et âme pour cette Coupe Davis qu'il voulait vraiment absolument rapporter à la Grande-Bretagne. Et ben oui, c'est à ça qu'on voit les grands champions, ceux qui sont prêts à se donner pour marquer l'histoire de ce sport. Et vraiment, Andy en fait partie. Il l'a montré aussi, je trouve qu'il a montré beaucoup de respect pour l'équipe belge parce qu'il n'est pas resté longtemps. Bon, il s'est écroulé après sa balle de match, c'est normal, mais il s'est très vite relevé pour aller féliciter toute l'équipe belge. J'ai parlé assez longuement avec Johan Van Erck. Qui d'ailleurs l'a souligné en conférence de presse qu'Andy, bon, parfois sur le terrain, il peut parfois être limite au niveau du comportement, mais qu'en dehors du terrain, c'est vraiment un gentleman. Et non, c'est un grand champion qu'on a accueilli là. On a eu la chance d'accueillir maintenant tous les 4 joueurs du top 4, oui. Hein, les 4 grands champions de ces 15 dernières années, 10 dernières années on va dire. Federer, c'était quand il était tout jeune. Oui. Et ces dernières années, Nadal, Djokovic, Murray, c'est génial de les avoir en Belgique. Oui. C'est dommage que Wawrinka ne soit pas venu au début. Oui, c'est vrai, ça aurait fait un 5e parce qu'il n'est pas loin de ce niveau-là également. Ce sera pour l'année prochaine. Peut-être. Je ne sais pas, je n'ai même pas regardé le tableau au-delà de la Croatie parce qu'on peut en parler. On peut se féliciter de ce parcours-ci, il était fabuleux cette année. On peut espérer beaucoup pour la suite parce que les 4 là, ils se donnent vraiment pour l'équipe et ils sont prêts à revenir. Ils l'ont dit en conférence de presse également. Derrière, il y a d'autres joueurs qui arrivent et des espoirs qui vont aussi apporter des choses. Mais dans l'avenir immédiat, c'est la Croatie et ce ne sera pas de la table. C'est pas un petit morceau, effectivement. On espère que nos joueurs vont continuer sur la lancée ici de la finale, qu'ils auront ce petit goût de trop peu qu'on a aussi. Ils peuvent être très fiers de ce qu'ils ont accompli, mais quand on est arrivé si près du but, on a peut-être quand même envie de voir... Ils étaient énormément déçus. Hein. Ils avaient une tête, la tête des mauvais jours. Je pense que c'était
Et c'est bien logique, les Belges les plus déçus parmi les 13 000 personnes qui étaient là, il n'y avait pas grand monde finalement déçu dans le public. Les gens avaient vu un spectacle magnifique pendant 3 jours et étaient fiers de ce que les joueurs ont donné, mais eux évidemment, quand ils ont vu la coupe à quelques mètres d'eux, ils étaient évidemment énormément déçus. C'est la marque des champions, c'est qu'ils ne sont jamais rassasiés tant qu'ils n'ont pas la victoire, c'est pas suffisant et c'est ça qui fait les vrais champions et c'est pour ça qu'on peut espérer encore beaucoup de belles choses avec cette équipe. La Croatie, ce sera sans doute Cilic, parce qu'il aura besoin, je pense, de jouer s'il veut être au JO. Oui. Ce sera le super jeune espoir, la future star du tennis, Ćorić. Oui. Et Dodik qui joue très bien en double également. Oui, il n'y aura aucun point facile. Non. Il n'y aura aucun point facile, donc ça risque d'être très très serré et il faudra être à 100%. Bon, ben c'est évidemment ce qu'on espère. On espère les retrouver donc au mois de mars à Liège, à 100%. Et avec un public en masse. Et avec un public en masse, ce sera évidemment une salle beaucoup plus petite, donc il n'y aura pas moyen d'accueillir les 13 000 spectateurs, moins les Britanniques, on va dire à peu près 10 000. Ce ne sera pas possible, certainement, mais il faut que ça soit rempli. On peut s'attendre, le public liégeois qui est en général bien chaud, à les supporter à fond. Et on sera là aussi, on couvrira l'événement, et on espère que vous serez là aussi. La meilleure performance de la semaine est à mettre à l'actif de Janina Wickmayer. Elle a remporté le WTA 125 de Karlsbad. Alors j'ai beaucoup lu un petit peu partout, sur les sites d'information notamment, que c'était un 5e titre WTA pour elle. On ne peut pas vraiment dire ça, c'est ce qu'on a mis sur notre site aussi, faute de mieux, il faut le reconnaître. Mais on ne peut pas vraiment dire que c'était un titre WTA, c'est plutôt comme un gros challenger. C'est organisé par la WTA effectivement, mais ça n'a pas la même valeur que les autres titres du grand circuit. C'est un petit peu comme les challengers d'ailleurs, sont organisés côté masculin par l'ATP, mais ne font pas partie des titres officiels du grand circuit quand on annonce le palmarès d'un joueur. Il n'empêche que c'est un excellent résultat pour Janina. Ça lui permet de reprendre la première place belge au classement WTA, de terminer la saison à la première place belge.
C'est un détail sans doute pour elle, mais finalement c'est pas si anodin que ça. Ça lui permet également de prendre confiance en vue de la saison prochaine. Elle a remporté tous ses matchs en 2-7, même si elle n'a pas rencontré de joueuses du top 100, ça fait quand même toujours du bien. Et bien, elle va commencer la saison où elle aura quand même tout de suite rapidement pas mal de points à défendre à l'Open d'Australie avec son 8e de finale. Cette victoire ici va lui permettre de voir un petit peu venir ce résultat sans trop de pression. Un autre résultat intéressant, celui de Joris Delors au Challenger d'Andria. Joris est sorti des qualifications, il a franchi un tour dans le tableau final et est même passé tout près, puisqu'il a perdu au tie-break du 3e set, de se qualifier pour les quarts de finale. Ça n'est que la 3e fois qu'il franchit un tour dans un tableau final de Challenger, donc c'est excellent pour lui. Après pas mal de mois de galère, ça va revenir et l'année prochaine, on espère qu'il aura enfin la possibilité de faire une saison complète. Michael Geerts aime beaucoup Israël, en tout cas il s'y plaît bien, il réussit bien là-bas. Il a déjà remporté ses 2 premiers titres futurs au mois de septembre là-bas. Il y est de retour ce mois-ci, il a atteint la demi-finale à Tel Aviv en simple et en plus il a remporté le double. Une Belge a également atteint une demi-finale en simple chez les filles. Il s'agit de Deborah Kers qui a réussi cette performance à Rabat au Maroc. C'est la 3e demi-finale au moins pour Deborah depuis le début de cet automne, donc elle est vraiment en forme. Il faut noter également à Rabat un bon quart de finale pour Catherine Chantraine et Doreen Kuipers qui passe à nouveau un tour dans un tableau final de tournoi ETF. Un tout petit peu plus loin, à El Kantaoui, Britt Goekens a également atteint un quart de finale. Parmi les moins bons résultats, il faut noter la défaite au premier tour aux 75 000 $ de Toyota de Elise Mertens. C'est un petit peu dommage dans un sens parce que Elise avait l'occasion de terminer l'année dans le top 150 si elle avait atteint les quarts de finale, ce qui était tout à fait possible pour elle puisqu'elle était tête de série numéro 5. Elle perd au premier tour. Bon, après la super saison qu'elle a fait, on peut comprendre qu'elle a un petit peu besoin de repos maintenant, donc il n'y a rien de très grave. Ce cap de 150, elle le franchira certainement très rapidement en début de saison. Elle a en tout cas réalisé une superbe année 2015, il faut le noter. Autre résultat moins bon, c'est Morgan Mikkels qui perd au premier tour à Tel Aviv contre une non classée. Morgan a réussi une saison relativement mitigée. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel, c'est une joueuse dont je vous reparlerai certainement. Elle fait partie de la génération 97 dont je vous ai déjà pas mal parlé. Et moi je suis sûr qu'elle peut faire beaucoup mieux que ses premiers pas, cette première saison un petit peu contrastée au niveau des résultats. Niels de Seine a réussi un résultat correct au futur de Jablonais, qui a atteint les quarts en simple, la finale en double. C'est pas mal du tout, mais il était tête de série numéro 1. C'est vraiment sur sa surface, en salle sur synthétique. Et bon, d'habitude, ce genre de tournoi, il va au bout. Donc il espérait certainement ici aussi, il visait certainement la victoire. Après, il était attendu dimanche à Gand pour venir chercher son trophée de finaliste de la Coupe Davis, puisqu'il a participé au premier tour en remportant un double vraiment décisif contre la Suisse. Peut-être que ça trottait quelque part dans sa tête quand même, cette possibilité de rater cette cérémonie dimanche en allant plus loin. Donc bon, c'est pas trop grave cette défaite. Et en plus, il est attendu pour un autre tournoi en République tchèque cette semaine à Opava. Et donc on espère que cette fois-ci, il ira au bout. Pas de gros changements au classement ATP cette semaine. Juste une petite montée pour Alexandre Folli et pour Joris Delors. Pour Joris, en plus, c'est un retour dans le top 500, donc ça fait du bien aussi. Ça, c'est grâce à son résultat au Challenger d'Andria. Chez les filles, Janina Wittmeyer fait la belle opération de la semaine. Elle grimpe de 8 places et termine la saison à la 41e place mondiale. Et en plus, vous le voyez, elle prend la première place belge à Alison Van Uytvanck qui perd une place. Plusieurs joueuses grimpent un petit peu au classement et en plus obtiennent le meilleur résultat, le meilleur classement de leur carrière. C'est le cas de Gretchen Minen qui rentre dans le top 400, c'était son objectif de la saison. C'est le cas également de Doreen Kuipers qui en plus grimpera encore plus la semaine prochaine. Par contre, quelques petites chutes au classement de Justine de Sutter qui se concentre surtout sur ses études pour l'instant et de Anastasia Smirnova.
Voilà, ceci conclut la 22e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Ce sera aussi la dernière vidéo de la saison. Il reste quelques tournois futurs qui sont encore joués pour l'instant et durant tout le mois de décembre, mais ils sont très peu nombreux et ils seront très peu de Belges les disputeront. Donc je pense que c'est un petit peu difficile de faire toute une vidéo sur ce qui va se passer dans ces quelques petits tournois. Je promets par contre, si un des joueurs fait une très belle performance, gagne un de ces tournois futurs, je promets de consacrer le premier portrait de la saison début janvier à ce joueur-là. Alors, je vais vous parler un petit peu de la saison suivante, parce que la saison se termine. On a réussi plus ou moins ce qu'on voulait avec ces vidéos qu'on fait depuis le mois de juin. On est relativement content, mais c'était l'heure du bilan. On l'a fait. On a regardé ce qui réussissait bien, ce qui marchait bien, ce qui marchait un petit peu moins bien, ce qui était facilement faisable, ce qui est plus compliqué à mettre en place. Et on a pris des mesures pour la saison prochaine. On va complètement remodeler ces vidéos, c'est-à-dire que concrètement, il y aura plus de vidéos chaque semaine pour les résultats. Il y aura une vidéo qui reprendra tous les résultats du mois en fin de mois, ou plutôt en début de mois suivant, à la manière de l'article sur le carnet de notes pour ceux qui le lisent. Il n'y aura plus de carnet de notes écrit sur le site. Le carnet de notes, ce sera vraiment la vidéo qui commencera chaque mois sur notre chaîne YouTube. Entre ces carnets de notes, vous retrouverez à chaque fois des vidéos spécifiques avec Joël par exemple pour des lexiques, pour des analyses, des analyses avant événement, après événement, et toutes des petites capsules comme ça avec Joël. Vous retrouverez des portraits, vous retrouverez éventuellement des dossiers comme j'en ai fait pour l'histoire de la Coupe Davis. Et donc voilà, j'essaierai de faire au moins 2 vidéos par mois plus courtes entre chaque carnet de notes. Minimum 2, ce serait bien. Et alors évidemment, notamment en été, lorsqu'il y a évidemment beaucoup plus d'actualité, ben là j'en ferai certainement plutôt 3 voire 4, on verra vraiment par rapport à l'actualité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir pour cette semaine et pour ce mois et pour cette année. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et une saison tennistique 2016 exceptionnelle comme le fut la 2015. Salut!